20 minutes. Voilà, mais j'étais avertie. Voilà. Bonjour à tous. Et attendez. Ah non, pardon, il n'a pas fini. Personne n'a présenté. Ah, C'est pas prêt. c'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord, ok. Alors c'est reparti pour un tour. Donc merci à tous d'être là. Je suis très très contente de voir certains qui sont des fidèles et d'en revoir certains que je ne vois pas assez. Voilà, donc cette année, donc l'année dernière, on avait ce thème là sur la géographie de la Shoah. Et je vous avais parlé de la trêve de Primo Levi, qui était le retour d'Auschwitz par Primo Levi, qui avait duré 9 mois. Et là, cette année, j'avais envie de changer d'auteur. Et donc, j'ai estimé qu'il serait intéressant de s'attacher à Charlotte Delbo. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans les rescapés de Primo Levi, Georges Semprin, Robert Antelme. Et en fait, ce sont des hommes, ce qui ne me pose aucun problème. Et je trouvais ça intéressant d'aborder un auteur extrêmement connu, une auteure extrêmement connue, qui pourtant vient toujours en queue de liste quand on parle des récits. Et quand j'ai essayé de me concentrer sur la dimension géographique de son œuvre, j'ai choisi de me concentrer sur l'œuvre en 3 volumes, Auschwitz et après. Et je me suis rendu compte que bien au-delà d'une géographie concrète, donc qui nous fait aller au fil des volumes de Auschwitz à Ravensbrück en passant par Rajko, il y avait surtout la mise en place d'une géographie de la mémoire beaucoup plus dense, beaucoup plus littéraire, qui se caractérisait finalement par des fils lancés dans le monde de la littérature. Alors c'est ça que je vais explorer avec vous, partir d'une trame géographique concrète qui finalement est quasiment invisible, pour ensuite fouiller la géographie de la mémoire, donc une géographie intime, pour arriver ensuite à une géographie littéraire et voir le sens qu'elle peut prendre dans cette œuvre. Alors pour présenter assez clairement les œuvres, donc je vous l'ai dit, il s'agit d'une œuvre en 3 volumes, dont le titre est Auschwitz et après. Il y a 3 volumes, le premier s'intitule Aucun de nous ne reviendra, le deuxième c'est Une connaissance inutile, et le troisième Mesure de nos jours. Donc ils sont ici, ils sont publiés aux éditions de Minuit. Et en fait, globalement, on pourrait dire que le premier est consacré à la déportation à Auschwitz, le second est consacré à Rajko et à Ravensbrück, et le troisième est consacré au retour, voire à longtemps après ce retour d'Auschwitz, puisqu'on a des témoignages qui datent de 20 ans après. Alors, juste pour remettre un petit peu les choses, encore une fois, à leur place, peut-être faut-il un petit peu rappeler le contexte d'écriture de ces œuvres. Le premier, Aucun de nous ne reviendra, a été écrit dans l'immédiat après, donc en 1946, au retour d'Auschwitz, mais n'a été publié que 20 ans plus tard. Et les 2 autres ont suivi, dans l'année qui a suivi, ont été publiés également. Donc, pour replacer aussi un petit peu les choses, les événements de la vie de Charlotte Delbo dans leur contexte, reparlons-en un petit peu. Donc Charlotte Delbo est entrée très tôt dans la résistance, et elle faisait de la sténo pour Jouvet, donc elle notait tout pour Jouvet, donc elle le suivait dans ses tournées théâtrales. Et il avait fait une grande tournée en Amérique latine, ce qui lui permettait d'être hors France et donc de sortir un petit peu de ce contexte entre collaboration et résistance. Et Charlotte Delbo, qui était communiste, est rentrée pour s'engager dans la résistance. Elle s'est engagée avec Georges Doudard, qui était son mari, et tous les deux ont été pris. Elle était au domicile de celui-ci quand il s'est fait arrêter, et ils l'ont pris dans la même arrestation. Donc tous les deux ont été détenus, et Georges Doudard a été assassiné comme de nombreux résistants au Mont Valérien. Quant à Charlotte Delbo, elle a fait partie d'un convoi très spécial auquel elle a consacré une œuvre. Je dis très spécial, évidemment chacun l'est à sa manière, mais celui-ci était un convoi de déportés politiques dont certaines se connaissaient en tant que communistes, et ont tissé des liens de solidarité qui restent vraiment dans les mémoires. À la lecture de l'œuvre de Delbo, on a vraiment quelque chose d'extrêmement différent de l'expérience solitaire que peut raconter Robert Antelme par exemple, ou qu'a pu raconter Primo Levi également. C'est vraiment une expérience vécue collectivement dans la solidarité.
C'était un convoi de déportés donc politiques, et pourtant ce convoi a atterri à Auschwitz, c'est le seul convoi qui a eu ce chemin-là. Et donc la déportation a duré longtemps, puisque c'est comme une autre œuvre de Charlotte Delbo le dit, c'est le convoi du 24 janvier 1943. Et du coup, c'est extrêmement rare qu'il y ait des survivants, quand les détenus ont plus d'un an de camp. Enfin, les récits qu'on a des rescapés, comme Robert Antelme, comme Georges Semprin, comme Primo Levi, ont passé autour de 1 an en camp de concentration et sont rentrés au bord de la mort, quoi, surtout Robert Antelme et Primo Levi. Donc là, qu'il y ait eu 2 ans d'expérience concentrationnaire, c'est bien que ce convoi a eu une destinée assez particulière. Donc les détenus, donc les femmes détenues ont été d'abord à Auschwitz, puis au bout d'un certain temps, elles ont été dans un commando d'Auschwitz qui s'appelle Rejko, alors peut-être je le prononce mal, mais en tout cas pas très loin, mais qui avait été mis en place pour cultiver une plante qui était un petit peu comme un pissenlit qui produisait du latex pour après l'exploiter pour en faire du caoutchouc. Et un petit peu comme Primo Levi le décrit d'une part dans Si c'est un homme, mais aussi plus tard dans Les naufragés et les rescapés, on sait qu'une fois qu'on quitte Auschwitz pour aller dans des commandos ou des usines un petit peu plus spécialisées, les conditions sont moins atroces, on est moins aux portes de la mort. Et donc le fait d'être déporté ensuite à Rejko a créé des conditions qui ont permis à certaines de survivre. Et c'est là qu'il y a l'épisode assez connu de la mise en scène du Malade imaginaire par Charlotte Delbo qui s'est remémoré toute cette pièce en entier et les autres détenus. Donc on imagine bien, si vous lisez la partie sur Auschwitz, c'est pas dans ces conditions qu'on a pu voir émerger vraiment les capacités de l'esprit à faire survivre la personne. Non, c'est dans des conditions un petit peu moins terribles, celles de Rejko. Donc les détenus avaient des blouses de laborantine, elles étaient dans un contexte bien moins... cruel, mais bien moins cruel. Et donc ça a permis leur survie. Troisième et dernière étape, la déportation à Ravensbrück, où là donc c'est un camp de femmes, et c'est après qu'elles ont été... Ravensbrück c'était près de Berlin, donc il y a eu 600 km de fait entre Auschwitz qui est près de Cracovie et Ravensbrück qui est près de Berlin. Donc voilà un petit peu le parcours pour tracer une géographie d'ensemble bien concrète. Voilà comment s'est passée la déportation de Charlotte Delbo avec ces 3 étapes. Comme je l'ai annoncé rapidement au début, la première œuvre, donc Aucun de nous ne reviendra, est essentiellement consacrée à Auschwitz. La deuxième, Mesure de nos jours, est consacrée à Rejko et à Ravensbrück. Et la troisième, Une connaissance inutile, à l'après, donc après le retour, et voire 10 ans, 20 ans après. Donc voilà pour la mise en place strictement géographique. Maintenant, donc, on le voit, il y a quand même un certain suivi chronologique et spatio-temporel, on va dire, entre les œuvres et le temps et l'espace qui est décrit. Cependant, on a pu le voir avec certains, si vous regardez l'œuvre de Robert Antelme, elle est carrément datée, donc ça fait c'est retranscrit un petit peu comme un journal, même si évidemment les parties philosophiques illuminent le tout, donc c'est pas juste un journal au jour le jour. Primo Levi restitue aussi très fidèlement les dates clés qui ont jalonné son expérience, alors que chez Delbo, bien qu'on suive vaguement au fil des récits les différents lieux et les différentes étapes de sa déportation, on est quand même très loin d'un récit au jour le jour ou d'un journal. Alors c'est là que j'aborde ma deuxième partie. Au-delà du géographique, je pense que ce qui tient les moments entre eux dans cette œuvre en 3 volets de Charlotte Delbo, c'est une géographie de la mémoire, et c'est ça que j'aimerais aborder maintenant. Donc en fait, qu'est-ce que j'appelle une géographie de la mémoire ? En fait, c'est vraiment une œuvre extrêmement saisissante et spectaculaire pour sa mise en forme, parce que c'est vraiment une géographie de l'intériorité. En fait, l'image que j'ai eue à sa lecture, c'était comme si il y avait dans la tête de Charlotte Delbo des points d'achoppement sur lesquels se greffe la mémoire, c'est-à-dire vraiment des mots-clés qui déclenchent la mémoire. Alors dedans, on va les voir un petit peu plus précisément. Vous avez par exemple la thématique du mannequin. Le mannequin en vitrine,
et qui, par comparaison, par sa raideur, vous voyez la dimension morbide de la chose, est comparé au corps entassé dans le camp. Et donc, au bout d'un moment, dès que Charlotte Delbo écrit mannequin, on sait que ça fait référence au corps mort. Donc, il y a une espèce de poéticité interne qui fait que, alors que l'œuvre est à peu près chronologique, le mot mannequin nous renvoie toujours à la mort dans le camp sans qu'on ait besoin de la citer. Donc c'est ça que j'appelle une géographie de la mémoire, c'est des images récurrentes qui en fait ne sont pas venues au début de l'expérience, puis au milieu de l'expérience, puis à la fin de l'expérience, mais un petit peu tout le temps et qui jalonnent par mots-clés l'expérience. Et en fait on en a plusieurs comme ça. Il y a Les Hommes, qui donne son titre à plusieurs chapitres, 2 dans le premier volume, Les Hommes, les Hommes. Vous avez Le Mannequin et les Mannequins, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, comme des titres qui vont être soit des mini-récits, soit ce que j'appellerais vraiment des poèmes en prose, on va le voir dans la partie plus littéraire ensuite. Vous avez d'autres thématiques, donc les hommes en fait sont perçus à travers donc les hommes sont solitaires, et après vous avez les femmes qui sont solidaires. Et à une lettre près, vous passez des hommes aux femmes, solidarité et solitude. Donc vous avez les hommes solitaires d'un côté, les femmes, et donc vous avez quelques scènes comme ça qui renvoient à cette solidarité féminine. Et vous avez la responsabilisation du lecteur. De temps en temps, le récit s'interrompt. Charlotte Delbo nous montre une image atroce et elle fait « Regardez, si vous pouvez, regardez-la ». Donc une prise à témoin très violente. Quand on lit le récit, c'est très prenant. Et donc on a cette espèce d'intériorité qui crie à travers des images violentes qu'elle nous montre, des images saisissantes qui la rattrapent, les mannequins, qui est en même temps polissée par cette image écran, celle du mannequin, pour qualifier le corps mort roide. Donc il y a tout ce jeu-là. Bon, observons un petit peu plus en détail maintenant. En fait, je vous disais que c'est comme si tout ce qui était simultané dans la tête de Charlotte Delbo avait éclaté au sol, comme une urne qu'on aurait jetée par terre avec les thèmes principaux qui se seraient éparpillés, et que la trame temporelle, en fait, ferait comme un espèce de, vous savez, de fil qui permettrait d'enfiler les perles d'un collier qui serait brisé. Alors, ça fait 2 métaphores cumulées, celle de l'urne et du collier, je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, donc vous avez ce fil qui est la trame temporelle, mais qui est presque un fil transparent. Vous savez, une fois le collier fait de perles, on ne voit plus cette trame. Elle est là pour créer un début et une fin, mais on ne la voit plus. Et au-delà de ça, vous avez les perles qui chacune constituent un repère mémoriel qui, à terme, font une espèce de collier la géographie intérieure, donc des pièces qui sont enfilées comme ça, sans lien entre elles, qu'une vague trame chronologique qu'on ne voit plus. Voilà ce qui m'est apparu à la lecture de ces 3 œuvres. Alors, j'aimerais donc, pour qu'on ait accès quand même au texte de Delbo elle-même, j'aimerais vous montrer un petit peu cet exemple des mannequins. Donc en fait, à la page 29 du premier des 3 volumes, on a un texte qui crée le lien entre le corps mort et les mannequins, ce qui va rendre possible la métaphore filée tout au long de l'œuvre en 3 volumes. Je vous lis ce passage, et s'il le faut, on reviendra un petit peu dessus, mais je pense qu'il est quand même très éloquent à lui seul. Regardez, regardez. D'abord, on doute de ce qu'on voit. Il faut les distinguer de la neige. Il y en a plein la cour. Nus, rangés les uns contre les autres, blancs, d'un blanc qui fait bleuter sur la neige. Les têtes sont rasées, les poils du pubis sont droits, raides, les cadavres sont gelés, blancs avec les ongles marrons. Les orteils dressés sont ridicules à vrai dire, d'un ridicule terrible. Boulevard de Courtet, à Montluçon. J'attendais mon père aux Nouvelles Galeries. C'était l'été, le soleil était chaud sur l'asphalte. Un camion était arrêté, que des hommes déchargeaient. On livrait des mannequins pour la vitrine. Chaque homme prenait dans ses bras un mannequin qu'il déposait à l'entrée du magasin. Les mannequins étaient nus, avec les articulations voyantes. Les hommes les portaient précieusement, les couchaient près du mur, sur le trottoir chaud. Je regardais. J'étais troublée par la nudité des mannequins. J'avais souvent vu des mannequins dans la vitrine, avec leurs robes, leurs souliers, leurs perruques, leurs bras pliés dans des gestes maniérés. Je n'avais jamais pensé qu'ils existaient nus, sans cheveux. Je n'avais jamais pensé qu'ils existaient en dehors de la vitrine, de la lumière électrique, de leurs gestes. Le découvrir me donnait le même malaise que de voir un mort pour la première fois. Maintenant, les mannequins sont couchés dans la neige, baignés dans la clarté d'hiver, qui me fait ressouvenir du soleil sur l'asphalte.
Alors, je ne sais pas si vous voyez le lien qui est établi, vous avez vraiment le discours englobant qui est dans le camp, la vision des corps telle qu'elle les décrit, dans le froid glacé, dans cette lumière bleutée. Surgit l'image d'un été quand elle était dans le monde libre, et où des hommes déchargent un camion avec des mannequins, et là on passe dans un univers chaud, c'est l'été, les corps raides, qui sont en fait des mannequins, sont déposés sur le sol avec délicatesse, et en fait, derrière les mannequins, c'est la continuation de l'histoire des corps morts qui continue, puisque vous pouvez lire l'histoire des corps morts par l'inverse. De la même manière que les hommes déchargent les camions en posant délicatement les mannequins au sol, les SS et les capots déposaient les corps en tas, les empilaient de manière mécanique. Et vous avez donc l'inversion de l'humain et du non-humain. Ce qui devrait être humain, le corps mort devrait être soigné et appliqué aux mannequins. Les mannequins sont empilés soigneusement. Le corps froid rappelle la chambre froide, alors que les mannequins sans vie sont dans une chaleur qui les fait presque exister. Et en même temps, on a une métaphysique qui les rejoint parce qu'on a ces corps de détenus qui montrent les articulations, qui sont sans cheveux, et les mannequins que Charlotte Delbo n'aurait jamais imaginé, sans leurs perruques, sans leurs vêtements. Et donc vous avez une proximité qui, dans le reste du passage, inverse les signaux. Humain, non humain, chaleur, froid extrême, de la chambre froide. Et vous voyez que dans le passage où elle parle des mannequins qui sont soignés, à un moment elle dit « c'est comme si j'avais vu un mort pour la première fois ». Donc vous voyez à quel point c'est tissé, il y a vraiment un tissage signifiant. Et ici, on est dans une écriture de la mémoire, on n'est pas dans une écriture chronologique. On est à Auschwitz, puis on n'y est pas. Intervient la mémoire de la vie vécue lorsqu'elle était plus jeune, avec l'irruption des mannequins, etc. Et cette image des mannequins va devenir l'image écran pour parler des corps morts. Et par la suite du récit, vous aurez, alors je l'ai photocopié, à la page 142, là on était à la page 29 ou 30, vous avez le mannequin, et là on n'est que dans le camp. Donc je vous lis, quand je vous disais, on en reparlera plus tard, mais que c'est vraiment comme un poème en prose. Je ne sais pas si certains voient la mise en page d'ici, c'est très petit, et vous avez vraiment le titre et le micro-texte, c'est vraiment comme un poème en prose. Et vous verrez après sur la scansion et tout ça, donc je vous le lis rapidement. Le mannequin. De l'autre côté de la route, il y a un terrain où les SS vont dresser les chiens. On les voit s'y rendre avec leurs chiens qu'ils tiennent en laisse, attachés 2 par 2. Le SS qui marche en tête porte un mannequin. C'est une grande poupée de son, habillée comme nous. Costume rayé décoloré, crasseux aux manches trop longues. Le SS la tient par un bras. Il laisse traîner les pieds qui raclent les cailloux. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce mannequin qui traîne par terre. Ne te regarde pas. Vous voyez déjà que c'est vraiment un poème en prose. On n'est plus juste dans un épisode narratif simple. Et donc vous voyez la fin, ne te regarde pas. En fait, le mannequin, c'est le SS qui traîne un corps mort. Mais on ne dit plus corps mort, on dit mannequin. L'image s'est substituée à la réalité. C'est vraiment de la poésie. C'est-à-dire que pour moi, cette œuvre en 3 volumes est un vaste ensemble poétique jalonné de signaux, interrompu parfois par des moments de récit, mais c'est un vaste poème, parfois poème en prose, parfois poème en vers libre, on le verra plus tard, et parfois moment narratif, mais de toute façon toujours scandé. Et plus on va dans la poéticité, plus c'est une écriture justement de l'image, de la mémoire, etc., et pas du tout une écriture chronologique. Vous voyez ici, on n'a ni lieu, ni temps, rien, juste cette séance qui apparaît comme ça, qui utilise l'image du mannequin pour ne plus dire mort, et qui en même temps permet la projection sur soi. En fait, Charlotte Delbo est une morte vivante, c'est-à-dire un walking dead, un mort qui marche encore, quoi. Mais elle se projette dans cette figure de morte. Voilà, donc c'est un exemple. Vu le temps qui file, je vais passer les autres. Je vous dis simplement, voilà, vous avez le même tissage avec les hommes solitaires, les femmes solidaires, etc., qui apparaissent comme ça. Donc c'est des thématiques qui vont apparaître comme par flash, comme ça. Vous avez par exemple un autre poème en prose, à proprement parler, qui s'appelle « Les hommes ». Et on ne sait pas ce qui se passe. Elle dit chacun est seul face à sa solitude et on ne sait pas trop ce qui se passe. Chacun attend devant la baraque, etc. Et tout d'un coup, on comprend qu'en fait, c'est les hommes qui attendent que les SS les stérilisent, en fait. Ça fait partie de certaines expériences dans le camp. Et donc, on a ce flash, pareil, sans lieu, sans temps, qui est
comme un fragment empilé à cette pile de fragments qui rend invisible la trame chronologique et qui fonctionne comme ça par flash, par vraiment une esthétique de la mémoire, de l'intériorité, de l'intime, sans date, sans rien. Voilà, évidemment les thèmes sont liés entre eux, je vous ai dit il y a aussi celui de l'ignorance, vous avez des poèmes, là cette fois, on y reviendra, du coup je m'y consacrerai un petit peu plus dans ma dernière partie, avec ô vous qui savez, et tout ce que les gens en fait ne savent pas et que les déportés ont découvert dans le camp. Donc ça fait des phrases, enfin des vers comme ô vous qui savez, saviez-vous que la soif ternit les yeux et que la faim les fait briller, etc. etc. Donc vous qui savez, donc nous du monde libre, qui croyons tout savoir, qui sommes érudits, etc. Il y a des choses de vie qu'on ne saura jamais et Dieu nous préserve de les savoir jamais. Voilà, donc les thèmes sont tissés entre eux. Je vous ai dit, il y a aussi une grande brutalité dont on parlera plus tard parce que du coup je peux en parler aussi sur le mode littéraire. Ça fait quasiment des emblèmes, des fragments qui sont des moyens donc de nous interpeller. Et cette trame aussi qui reprend le titre de la première œuvre mais qui s'inscrit sur les 3 œuvres du Aucun de nous ne reviendra. Et donc ça s'inscrit comme un poème éclaté, comme si il y avait, en fait à la somme des 3 œuvres, vous pouvez reconstituer un poème éclaté qui serait « Aucun de nous ne reviendra, aucun d'entre nous n'aurait dû revenir, et pourtant je suis revenu ». Mais ces phrases sont jetées dans le récit à des moments clés. Donc par exemple, vous avez la fin de ce que j'appellerais un autre poème en prose qui finit par qu'importe, puisqu'aucun de nous ne reviendra, celui de la baraque des hommes. Et la dernière phrase du premier volume, c'est « Aucun de nous n'aurait dû revenir ». Et le deuxième volume enchaîne avec ce qui s'est passé à Rajskov et ce qui s'est passé à Ravensbrück. Et donc on voit qu'elle est revenue. 3e volume, on est dans l'après et on a toujours cette phrase qui scande. Donc on a vraiment un poème éclaté dont les vers sont comme fragmentés pour habiter et créer une autre trame qui se superpose à la trame chronologique. Donc voilà vraiment ce que j'appelle une géographie intime, vous voyez, cette géographie de l'intériorité. 3e et dernier point, je parlerai donc de cette géographie littéraire, donc qu'on a un petit peu abordé, ne serait-ce que parce que je vous ai montré à quel point on avait un poème éclaté, d'autres poèmes, comme celui que je vous ai cité, « Oh, vous qui savez, saviez-vous que » où c'est vraiment une disposition en vers sur la page. Voilà, je vous le montre, vous voyez que c'est vraiment un poème en vers libre. Je sais que vous ne lisez pas d'ici, mais la disposition sur la page est éloquente, avec des interruptions, absence de ponctuation. Évidemment, on pense à des poètes, on ne peut que penser à des poètes comme Apollinaire, puisque la phrase « Aucun de nous ne reviendra », donc la phrase vers est un vers du poème La Maison des Morts. Et Charlotte Delbo l'a fait en toute conscience. Donc il y a un poème de 1913 d'Apollinaire qui s'appelle La Maison des Morts et dans lequel, en fait, il décrit son arrivée à Munich où il voit un grand cimetière. Et autour de ce cimetière, il y a ce qu'il appelle une maison des morts qui doit être un magasin de pompes funèbres, j'imagine, mais il le décrit tellement poétiquement qu'on ne sait pas concrètement exactement ce que c'est puisque les mannequins en vitrine, c'est comme s'ils prenaient vie. Donc là encore, on a les morts et les mannequins. Donc il y a quand même des thématiques poétiques, comme si là encore, on avait pris un poème d'Apollinaire et qu'on l'avait éclaté au sol pour qu'il habite en fragments les 3 volumes de l'œuvre complète, Auschwitz et après. Donc tout ça est très entremêlé, tout ça est très poétique. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a vraiment aussi une géographie littéraire là-dedans. Il faut vraiment aller chercher les fragments des poèmes éclatés. La forme est éclatée, évidemment, comme la mémoire l'est, et comme l'intériorité l'est, évidemment, après le retour de l'expérience concentrationnaire terrible, évidemment. Donc, voilà, vous avez comme ça des irruptions poétiques, un parcours théâtral aussi. Alors, cette géographie littéraire, en fait, permet d'aller du cri le plus déchirant, le moins maîtrisé. Donc, je vous lis enfin ce fragment. Voilà, donc je vous l'ai dit, qui fait réagir, qui est vraiment fait pour quelque part nous responsabiliser, voire nous agresser. J'avais dit dans une autre conférence sur Delbo que quand on lisait l'œuvre à la suite, comme ça, on avait l'impression de vivre à ses côtés. C'est-à-dire que c'était comme si on avait quelqu'un qui rentrait des camps et que vous étiez son conjoint ou son compagnon ou sa compagne, peu importe,
Et ça sortait comme ça d'elle, c'est-à-dire que des fois ça sort de manière agressive, dans le genre tu peux pas savoir, tu y étais pas, et des fois de manière très douce, mélancolique, sur par exemple le mari qu'elle a perdu, qui était beau comme un arbre, et qui donne lieu à tout un poème. Et donc elle nous fait traverser à travers ces 3 volumes, vraiment tout ce qu'elle ressent de la mélancolie la plus profonde à la colère la plus aiguë et l'agressivité la plus réelle et la plus sincère vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas... Ouais, j'ai le temps, je suis à 25,05. Je surveille. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis enfin ce passage. Un cadavre, l'œil gauche mangé par un rat, l'autre œil ouvert avec sa frange de cils. Espace. Essayez de regarder. Essayez pour voir. Vous voyez, c'est très... On visualise la chose, donc on est terrorisé. Elle fait regarder, mais vraiment regarder. Elle nous amène dans l'atrocité des images qui lui reviennent. Voilà, donc on a ces manières-là de se remémorer, et on a d'autres manières beaucoup plus douces, comme les poèmes mélancoliques dont je vous ai parlé. On a aussi l'éruption du théâtre, que je ne ferai ici que mentionner. On a par exemple un moment où Charlotte Delbo s'écarte du rang et risque d'être prise par les surveillantes. Et elle s'échappe, et je vous lis, donc ce sera le dernier passage que je lirai avant ma conclusion. Charlotte Delbo observe les SS pour essayer de s'échapper. J'observe surtout la SS qui me tourne le dos. À la façon dont elle se plante, sur ses jambes, j'ai l'impression qu'elle déplace son attention. Et soudain, dans un de ces éclairs comme on en a dans les rêves, j'entends la voix de Jouvet, à sa classe du conservatoire. Jouvet disant à un élève qui avance sur l'estrade et attaquant sa scène « Non, 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 recommence. Tu n'es pas entré. Ne bouge plus. Installe-toi. Tu es en place. Maintenant, tu peux parler. Et nous savons que tu as quelque chose à dire. Maintenant, nous allons t'écouter. Maintenant, on sait que tu vas parler. Mets-toi en place, installe-toi. Les 3 SS, elles étaient en place. À leur dos, à leurs bottes, à leurs épaules. J'ai su qu'elles entamaient une conversation et qu'elles ne bougeraient pas. Elles étaient installées. Alors vite, j'ai bondi hors du rang. Vous voyez, il y a l'irruption donc elle était l'assistante de Louis Jouvet, donc qui mettait en scène des pièces de théâtre. Et elle a son cours de théâtre qui lui revient, où il reprend une élève qui est arrivée, qui commence à parler sans se mettre dans la posture inconsciente de celui qui se met à parler. Et ce signal qui lui revient, elle va l'adapter à la scène qui se passe dans le camp, donc à la scène, métaphore théâtrale, pour voir quand les SS ont vraiment leur attention détournée, c'est-à-dire qu'elles sont en posture de langage. Et c'est ces 2 secondes de recul qui lui permettent la fuite avant d'être vue, en fait, et lui permettent de s'échapper, en fait. Donc vous voyez que le théâtre est présent, évidemment vous avez certaines mises en scène aussi, donc vous avez un petit théâtre aussi qui se crée, là encore, comme si une pièce avait été jetée au sol et éclatée, qu'on avait des fragments mis bout à bout au fil des 3 œuvres de manière assez éparpillée. Je conclurai en disant que vous voyez que ni la géographie réelle, ni la géographie intérieure, ni la géographie littéraire ne peuvent vraiment être dissociées. Les 3 sont mises au service les unes des autres. Il n'y a aucun moyen de dire qu'il s'agit là d'une géographie réelle qui nous mène de Auschwitz à Ravensbrück et à la Libération. Non, donc vous avez vraiment la géographie littéraire qui donne des signaux. Il n'y a pas assez de siècles et de siècles de littérature pour signifier assez pour montrer le vécu, l'intériorité. Je terminerai, en fait, je pense que ce qui sera le plus signifiant sera de terminer par une image qui m'est venue aussi en lisant cet ouvrage et qui est l'image de Charlotte Delbo comme femme palimpseste. Alors je rappelle ce qu'est un palimpseste. Vous savez que c'est quand un parchemin est gratté pour qu'on puisse réécrire par-dessus. Donc la femme palimpseste, en fait, c'est cette femme qui a la littérature en elle. Et donc, par transparence, on voit la littérature. Elle parle littérature. Dans son langage, il y a de la littérature. Je vous rappelle que Gérard Genette avait repris cette image du palimpseste pour l'une de ses œuvres pour caractériser quand certains textes littéraires parlent de manière plus ou moins visible d'autres textes littéraires. La parodie, etc. Et donc, je finis avec cette image de la femme palimpseste. Je pense qu'elle l'a incarnée dans ce dernier poème en prose que je vous lis. 1 an et 1 jour. Ce qu'elle a été longue, cette première année. Elle n'en finissait pas, cette première année de notre retour, que j'étais impatiente de la voir passer. Elle n'en finissait pas. Je voulais arriver au jour où je ne dirais plus
Il y a un an, à cette heure-ci, il y a un an, à cette heure-ci, nous étions à l'appel. Il y a un an, à cette heure-ci, nous allions chercher les bidons de soupe à la cuisine. Il y a un an, à cette heure-ci, qu'est-ce qu'il faisait froid, ce que j'avais froid. Il y a un an, à cette heure-ci, nous étions au charbon, j'avais des larmes noires et de la sueur noire qui coulait sur mes joues, et pas le plus petit bout de chiffon en guise de mouchoir. Et quand je me lavais, et quand je changeais de linge, et quand je faisais mon lit, et quand je mangeais, le moindre geste que je faisais, tout avait sa correspondance, évidemment là on pense à Baudelaire aussi, avec un geste que je faisais l'année d'avant. Je vivais comme en filigrane, c'est de là que m'est venue cette image de la femme palimpseste. Je ne savais pas vraiment si j'étais le dessin du dessous, ou celui qu'on voit en transparence, ou le dessin du dessus. Et je me disais, quand il y aura un an de passé, je ne pourrai plus dire l'année dernière à cette heure-ci. Le jour où j'ai enfin pu dire, il y a un an à cette heure-ci, nous arrivions au Bourget, je me suis sentie presque vivre dans ma vraie vie. Je termine sur cette image de femme en filigrane. Je pense qu'elle montre vraiment la superposition des strates géographiques que j'ai pu citer, en montrant que rien n'est devant, rien n'est derrière. Tout est simultané dans cette géographie, concrète, chronologique et spatiale, concrète de l'intime aussi, et plus littérairement de la poésie et du théâtre. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je remercie Lucie.